Bienvenue dans le chapitre 3 d'optique géométrique et physique et de TSO. Commençons le module 3. Nous avons vu jusqu'à présent comment limiter au maximum les reflets, mais on n'arrive pas à les éliminer complètement. Donc, autant essayer de trouver un système qui nous permet de ne plus les voir. Et tout simplement grâce aux interférences. Nous avons vu jusqu'à présent que la lumière est une onde électromagnétique. Son oscillation est due à la variation de la valeur de ce vecteur. Nous savons aussi que la longueur d'onde lambda est la distance entre deux vecteurs électriques de même valeur, un peu comme une vague à la surface de l'eau. Parlons maintenant de diffraction. On a toujours entendu que la lumière subit une diffraction. Mais à quel moment et pourquoi? Prenons tout d'abord une onde rectiligne telle que représentée sur le schéma. Les traits représentent tout simplement le sommet des vagues, comme si on se plaçait au-dessus des oscillations. Donc, nous avons un sens de propagation de l'onde qui va de gauche à droite, de longueur d'onde lambda. Cette onde atteint un petit trou de taille petit a. À ce moment-là, l'onde subit une diffraction. Cela veut dire que le petit trou va réagir exactement comme une source secondaire. Ce n'est plus la source principale, c'est comme si le petit trou A réémettait la même onde, puisqu'on voit bien qu'elle a la même longueur d'onde, mais sauf que au lieu qu'elle soit rectiligne, elle sera circulaire de centre le petit trou. Donc, même si l'onde de la source est rectiligne, voire même circulaire, comme j'ai représenté sur le deuxième schéma, à partir du moment où l'onde traverse un tout petit trou, elle est diffractée. Cela veut dire qu'elle est réémise dans toutes les directions. Augmentons la difficulté. Prenons toujours une onde issue d'une source primaire, ici une onde circulaire d'une certaine longueur d'onde. Au lieu d'avoir un petit trou, nous en avons rajouté un autre. Nous en avons donc deux, à une certaine distance l'une de l'autre. Cette expérience a été faite pour la première fois par le physicien Thomas Young et est appelée l'effante Young. L'onde, lorsqu'elle atteint les deux petites fentes ou les deux petits trous comme vous voulez, elle subit une double diffraction. Cela veut dire que chaque trou va réagir exactement comme une source secondaire et va donc réémettre une onde circulaire de la même longueur d'onde que la source principale. En fait, l'onde est comme si elle était clonée. Cela veut dire que les deux ondes circulaires ici des deux ondes des deux fentes sont exactement identiques. Les deux ondes issues des deux fentes d'ion sont identiques. Elles sont des clones de la première onde de la source principale. Ces deux ondes peuvent donc interagir l'une avec l'autre. C'est ce qu'on appelle les interférences. Il faut obligatoirement que les deux ondes soient issues d'une première. C'est comme si vous aviez jeté deux cailloux à la surface d'une eau et que les deux vagues vont interférer les unes avec les autres. La puissance des deux ondes, donc les vecteurs électriques, s'ajoute, qu'elles soient positives ou négatives, pour avoir des vagues plus ou moins puissantes. Lorsque les deux ondes diffractées, donc les deux ondes issues des deux fentes Young,
peuvent se superposer. Cela veut dire qu'elles arrivent toutes les deux lorsqu'elles se croisent dans le même état électrique. Exemple, les deux arrivent en même temps sur le sommet d'une vague. Eh ben, c'est ce qu'on appelle les interférences constructives, c'est-à-dire que la vague résiduelle va être plus forte que chacune des deux ondes. En termes de lumière, cela est représenté par une frange lumineuse, un trait ici rouge très lumineux, visualisable sur un écran. C'est ce qu'on appelle des franges lumineuses. Prenons le contraire. Lorsque les deux ondes arrivent dans des états contraires ou opposés électriquement. Cela veut dire que les deux ondes arrivent dans des états de phase opposés. Puisque nous devons ajouter les deux vecteurs électriques, la puissance de chaque vecteur, cela veut dire par exemple que pour l'onde numéro 1, nous avons un état positif, sur l'onde numéro 2, un état négatif. Les deux vont donc s'annuler. La vague résiduelle est plate. C'est ce qu'on appelle des interférences destructives. En termes de lumière, cela veut dire qu'il n'y a plus aucune onde visible. Cela veut dire que c'est noir, c'est sombre. C'est visualisable sur l'écran par ce qu'on appelle des franges sombres. Elles sont intercalées entre chaque frange lumineuse. Résumons un peu ce qu'on vient de voir. Nous avons une source principale, S, qui va émettre ici une onde circulaire, par exemple. On peut faire aussi ça avec une onde rectiligne, qui va donc émettre une onde de longueur d'onde lambda. Cette onde va atteindre deux fendus, deux tout petits trous, sur lesquels elle va diffracter. Ces deux fentes, S1 et S2, vont donc réagir exactement comme deux sources secondaires. Les deux ondes réémises par S1 et S2 sont donc exactement des clones de la première onde issue de S. Ces deux ondes issues de S1 et de S2 peuvent donc interagir l'une avec l'autre. Elles sont identiques. Lorsqu'elles se croisent, nous avons donc deux états possibles. Soit elles sont de même phase, cela veut dire qu'elles sont toutes les deux au sommet de leur vague dans le même état électrique. À partir de là, l'onde résiduelle va être donc plus forte. Cela va se traduire par une frange claire sur l'écran, ici un trait rouge. Ou alors, lorsqu'elles se croisent, nous avons deux états contraires, deux phases opposées, l'une au sommet de sa vague, l'autre au creux de sa vague, qui va faire en sorte, puisqu'on va les ajouter ensemble, de faire une onde plate. Cela va se traduire sur l'écran par une frange sombre, il n'y a plus de lumière. Nous allons donc avoir une succession de franges claires, franges sombres, franges claires, franges sombres sur notre écran. C'est ce qui crée ces rayures. Comment pouvons-nous en tirer parti pour la fabrication de l'anti-reflet? Nous savons qu'il existe encore des reflets résiduels. Ces reflets, il ne faut plus les voir. On va donc jouer grâce à des interférences puisque nous venons de voir que soit on peut augmenter la luminosité, soit au contraire on peut l'annuler. Nous avons vu précédemment qu'il existera toujours des reflets résiduels à la surface de l'anti-reflet. Il faut faire en sorte de les détruire. Nous savons que l'indice de l'anti-reflet est égal à la racine carrée de l'indice du verre. Pour ne plus voir ces reflets, il faut donc faire en sorte qu'elles se détruisent, qu'elles fassent des interférences destructives. En fait, qu'on ne voit que des franges sombres, des franges avec une intensité lumineuse égale à 0. Pour cela, il faut cloner l'onde initiale. Mais l'anti-reflet n'est pas fabriqué de petits trous. C'est toujours un produit chimique déposé à la surface du verre.
Il faut donc trouver un autre moyen pour le cloner. Prenons le schéma de référence où on a juste posé l'antireflet sur le verre. On a donc deux dioptres, un dioptre limitant l'air avec l'antireflet et un autre dioptre délimitant l'antireflet avec le verre. Nous avons un rayon incident qui arrive à la surface du premier dioptre. Nous avons vu précédemment que lorsqu'un rayon incident atteint un dioptre, il est dédoublé. Il y en a une grande partie qui est transmise et une petite partie qui est réfléchie. Le rayon vert, le rayon qui est transmis, atteint de nouveau un deuxième dioptre. Un dioptre délimitant l'antireflet avec le vert. Et bien lui aussi il est dédoublé. Il y en a une partie qui est transmise, que je ne représenterai pas, et une autre partie qui est réfléchie, qui va revenir en arrière. À partir de celui-là, il atteint de nouveau un nouveau dioptre, celui délimitant l'air avec l'antireflet. Il y en a donc une toute petite partie qui va être réfléchie, que je ne représenterai pas là, et une grande partie qui va être transmise. Les deux rayons bleus sont donc deux rayons clonés du rayon rouge initial. Ces deux rayons bleus peuvent donc interférer ensemble. Maintenant que nous avons réussi à cloner le rayon incident, le rayon rouge en deux rayons bleus, les deux rayons bleus vont donc pouvoir interférer l'un avec l'autre. Il faut maintenant qu'elles soient en opposition de phase pour ne plus les voir, puisque de toute façon, elles seront en interférence destructive. Donc, lorsque je vais les observer, elles auront une intensité lumineuse égale à 0. Pour cela, concentrons-nous sur la distance parcourue par chaque rayon. Le premier rayon bleu, celui qui se trouve en bas, va donc avoir une distance égale à 0 puisqu'il sort directement de l'antireflet. Il n'est même pas encore rentré dans l'antireflet qu'il est déjà reparti. Le plus important sera donc le rayon bleu qui se trouve en haut, puisque celui-là va parcourir l'épaisseur de l'antireflet pour en ressortir. Son chemin optique, donc sa distance, vaut 2 fois l'épaisseur de l'antireflet. On va le noter D2 égale 2E. Maintenant, essayons de comprendre comment l'onde va osciller le long de ce rayon vert. Nous savons qu'il va partir donc du point I1, qui va traverser l'antireflet jusqu'au deuxième dioptre, va être réfléchi pour revenir en arrière. Il va donc osciller le long de ce rayon vert. Cela veut dire que lorsqu'il va revenir au premier dioptre, pour ensuite se propager en rayon bleu, il aura donc parcouru 2 fois l'épaisseur de l'antireflet. Mais s'il arrive dans la même phase, ça veut dire dans le même état électrique, on aura des interférences constructives. Ça, je ne veux pas. Je veux qu'il soit en opposition de phase. Ça veut dire qu'il doit arriver dans une phase opposée. Mathématiquement, cela se traduit par la distance des deux, donc son chemin optique, doit être un certain nombre de fois lambda plus lambda sur 2 pour qu'il arrive à l'état opposé. Si je factorise tout ça, k lambda plus lambda sur 2, c'est donc exactement la même chose que 2k plus 1 de lambda sur 2. Avec l'autre équation que nous avons vue à la diapositive précédente, qui est D2 égale 2E fois l'indice de l'antireflet, naturellement, on va donc noter que 2E fois l'indice de l'antireflet est égal à 2K plus 1 lambda sur 2. Pour un souci de coût, les verriers vont essayer de déposer une quantité de matière minimale d'antireflet. Il faut donc que l'épaisseur de l'antireflet soit le plus petit possible. Par rapport à la formule que nous avons vue précédemment, il faut juste dire que K égale à 0.
Donc, si je remplace K par 0 dans l'équation précédente, nous avons donc 2E fois l'indice de l'antireflet est égal à lambda sur 2. Bien sûr, ce E sera donc l'épaisseur minimale. L'épaisseur minimale que le fabricant doit déposer sur chaque verre doit être égale à lambda sur 4 fois l'indice de l'antireflet. Bien sûr, la longueur d'onde choisie par le verrier doit être celle de la couleur la plus sensible pour un œil humain, qui est un jaune. C'est pour cela que tous les anti-reflets sont soit de couleur bleue, soit de couleur verte. Ce sont des couleurs très peu sensibles par un œil humain. Quels sont les principes les plus importants pour un anti-reflet? Les deux choses que vous devez seulement retenir en termes de formule. Pour avoir un anti-reflet optimal, donc limiter la quantité de reflets, tout d'abord, il faut déterminer son indice. L'indice parfait d'un anti-reflet est égal à la racine carrée de l'indice du verre. Et le deuxième principe fondamental, il faut que les deux rayons réfléchis soient en interférence destructive. Il faut donc déterminer une épaisseur minimale qui soit égale à lambda sur 4 fois l'indice de l'antireflet. C'est tout ce qu'il y a à retenir principalement pour l'antireflet. Voici deux petites questions de QCM que nous corrigerons ensemble lors de la prochaine visio. Bon courage! Je vous remercie beaucoup et je vous donne rendez-vous pour le prochain module. Bonne journée!